là, la conduite. C'est beaucoup utilisé la vision numérique pour la conduite automatique, c'est ce que je dis. Fait que, par exemple, des images comme ça, où la tâche, ça serait d'avoir des caméras sur l'auto, puis qu'en temps réel, on est capable d'identifier qu'est-ce qui est dans l'image. Fait que ce soit des feux de circulation, des piétons, la route, les autres voitures. La vision numérique, c'est pas la seule façon de faire, comme permettre à des voitures comme ça de voir ce qui est devant eux. En fait, il y a aussi une autre technologie qui s'appelle le LIDAR. Puis si vous êtes, je sais qu'il y en a sûrement beaucoup qui sont en génie physique, par exemple, qui connaissent ça, le LIDAR. Là, en fait, le principe, c'est simple, c'est qu'il y a des lasers dans l'auto qui vont être émis, puis qui vont aller se réfléchir sur les objets qui sont devant. Puis en calculant le temps qu'il y a eu entre l'émission puis la réception du laser, on est capable de mesurer les distances entre les objets. C'est comme une autre façon de le faire. Puis la plupart des compagnies de voitures qu'on n'entend pas vraiment parler, mais toutes les compagnies qui font des voitures intelligentes comme ça, ils utilisent une combinaison du LIDAR puis de la vision numérique. Mais il y a une compagnie de voitures comme automatique, qui est Tesla, qui est celle qu'on entend souvent le plus parler, qui a décidé de ne pas utiliser le LIDAR, qui estime que la vision numérique, juste d'avoir des caméras sur la voiture, c'est suffisant pour être capable de voir puis d'interpréter toutes les images. Fait que en fait, c'est ça. Fait que Elon Musk a un peu été comme le seul dans cette catégorie-là qui disait j'ai pas besoin d'avoir des mesures physiques de temps de dispersion de laser, j'ai juste besoin d'avoir les images, puis d'avoir des algorithmes qui sont assez puissants pour les interpréter. Puis juste avec ça, ça va être suffisant pour être capable de prendre des décisions automatiques, puis d'être vraiment capable de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans la scène d'une façon qui est vraiment très précise, puis très fiable, ce qui est quand même assez important quand on parle de conduite automatique. Donc, qu'est-ce qui permet en fait de dire que juste des algorithmes de vision numérique, c'est suffisant pour ces autos-là? En fait, c'est que dans les dernières années, il y a eu tellement de recherches qui ont été faites sur ces algorithmes-là que c'est rendu que c'est vrai, qu'ils sont assez puissants pour faire ces tâches-là. Puis on va voir un peu pendant la présentation, c'est quoi la vision numérique, c'est quoi des images, qu'est-ce qui fait que c'est compliqué de les interpréter, qu'est-ce qui nous a permis dans les dernières années de rendre ça plus simple, en fait. C'est ça le but de la présentation. Je ne parlais pas de conduite automatique, c'était plus comme l'introduction pour dire dans quel contexte c'est utilisé, mais vous allez voir que ce n'est pas juste utilisé pour ça, c'est partout la vision numérique. Dès qu'on a des images à analyser, c'est ce qu'on a besoin d'utiliser. Donc, c'est ça, la vision numérique, c'est l'analyse d'images, peu importe c'est quoi les images, que ce soit des scènes sur la route ou des images de chats, ben ça peut être les mêmes algorithmes qui les interprètent. Puis, c'est pas juste des tâches d'analyse aussi, il y a des tâches qui sont plus ludiques, comme la génération d'images. Par exemple, si vous voyez la source ici, This-Cat does not exist, en fait, cette image-là, c'est une image qui a été générée par un algorithme. C'est pas une image qui existe, c'est pas un chat qui existe pour vrai. Fait que si vous voulez comme être impressionné par ce que les algorithmes sont capables de faire, vous pouvez aller sur This-Cat does not exist puis voir qu'il y a des applications qui sont beaucoup plus ludiques, mais qui sont de générer des faces de chats. Puis ça, c'est aussi les mêmes algorithmes de vision numérique. On va le voir dans la présentation. OK. Puis aussi, quand on dit un peu de faire le parallèle entre comment que nous, les humains, on interprète les images, puis comment que les ordi le font, le gros problème qu'on a avec ça, c'est que si on était capable de comprendre comment les humains, on interprète vraiment les images, si on était vraiment capable de comprendre les neurones dans notre cerveau, qu'est-ce qui est connecté, qu'est-ce qui fait qu'on est capable de dire que ça, c'est un chat immédiatement, on n'est pas vraiment capable de le savoir. On n'est pas rendu là au niveau de la neuroscience. Fait que c'est difficile après ça de l'apprendre à des ordinateurs. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on va faire prendre des simplifications de la façon que nous, on interprète les images, puis on va essayer de les programmer comme ça. Mais ce n'est pas encore des algorithmes qui sont parfaits parce qu'on ne comprend même pas comment que nous, on est capable d'interpréter ça. Fait que il y a comme un gros domaine là, qui est entre la vision numérique et la neuroscience parce que ça se rejoint un peu. Si on était capable de faire des algorithmes qui étaient parfaits, on serait peut-être plus capable de comprendre comment le cerveau fonctionne. Puis si on comprenait mieux comment le cerveau fonctionne, on serait sûrement capable de faire des meilleurs algorithmes. Donc, pour ceux qui roulent le notebook en même temps que moi, n'oubliez pas de rouler cette cellule-là. C'est toutes les librairies qui vont être importées. Puis si vous avez des problèmes de requirements qui ne fonctionnent pas, je sais pas vraiment le temps de le régler. Fait que vous pourrez juste regarder mon écran, mais vous aurez accès au notebook si jamais vous voulez y retourner une autre fois. OK. Fait que là, j'ai parlé beaucoup que la vision, c'est interpréter des images, les analyser. Fait qu'en gros, en fait, c'est quoi une image? Parce que ça peut paraître super niaiseux comme question parce que une image, c'est ce qu'on voit, c'est le petit chat qu'il y avait en haut, c'était une image. Mais en fait, c'est quoi au niveau informatique une image? En fait, c'est une matrice. Fait que si, par exemple,
Ouais, OK. Fait que si on regarde cette image-là ici, qui a une taille de 512 par 512, ben en fait, c'est une matrice de 512 par 512 où chaque niveau de gris va être indiqué par un chiffre. Par exemple, ça, c'est une image en 8 bits, fait que ça va être un chiffre entre 0 puis 255. 255 est en blanc, puis 0 est en noir. Puis là, ici, j'ai superposé la couleur de l'image avec le chiffre, mais en fait, du point de vue de l'ordinateur, il n'y a pas de couleur, c'est vraiment juste des chiffres. Pour une image en couleur, c'est le même principe, mais c'est qu'on a 3 canaux. Fait qu'on a un canal rouge, vert, bleu, puis la combinaison de ces 3 canaux-là, tous dans 0 et 255, ça va permettre de faire de la couleur. Fait que, quand nous, on regarde cette image-là, on voit bien que c'est une astronaute, on est capable de voir qu'il y a une fusée, le drapeau des États-Unis, mais du point de vue de l'ordinateur, tout ce qu'il voit, en fait, c'est vraiment juste des chiffres comme ça. Fait qu'il essaie de lui dire que, comment on fait pour lui expliquer que ça, c'est une étoile. C'est difficile parce que c'est vraiment juste des valeurs de niveau de gris. C'est pas comme, il n'y a pas vraiment de principe de forme et de visuel, c'est vraiment juste des matrices de chiffres. Fait que, comment on fait pour apprendre à analyser des images automatiquement? Je fais un petit parallèle avec un peu, si je vous dis, je vais rouler la cellule, si je vous dis de trouver Charlie dans cette image-là, essayez de penser à comment vous le faites. Là. Fait que mettons que je vous dis, Charlie ressemble à ça, puis dans cette image-là, ici, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Je vais juste aller voir le chat tout d'un coup, qu'il y a quelqu'un qui a répondu. Très bleu. OK. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on, dans notre tête, on a cette image-là, qu'on essaye de comme garder une image un peu mentale de cette petite partie d'image-là. Puis on va comme se promener nos yeux sur la grande image jusqu'à temps qu'il y ait une correspondance parfaite entre l'image qu'on a dans notre tête, celle-là, puis l'image, puis la section de la grande image qu'on regarde présentement. Donc là, si on se promène comme ça, ou peut-être qu'il y en a qui sont un petit peu plus sauts de grenouille dans leur recherche, mais reste que l'idée, ça va être de garder en tête l'image qu'on cherche, puis de se promener sur la grande image jusqu'à temps qu'il y ait comme une correspondance entre les deux. Fait un peu ce qu'on voit ici, fait que là, si on a ça dans notre tête, là, on essaie d'y penser, puis là, on va se promener de gauche à droite sur l'image jusqu'à temps que ça corresponde. Puis là, je me souviens plus il est où, fait que je me souviens plus à quel point ça va être long. Il me semble que c'est pas trop long. Là, on se promène de gauche à droite dans l'image. OK, puis là, il y a comme une correspondance entre ce qu'on cherchait puis ce qu'on a vu dans la section d'image qu'on balayait. Fait que là, c'est OK, fait qu'il y a comme un petit signal qui va dans notre cerveau puis qui dit OK, on l'a trouvé. Mais on peut faire un peu l'équivalent avec des algorithmes. Fait que si je prends ça comme étant une matrice, parce qu'on l'a dit, une image, c'est une matrice. Fait que si je prends ça comme étant une petite matrice, puis que je la balaye sur toute la grande image, puis qu'à chaque point, je multiplie la petite image avec la section de la grande image pour être capable de voir s'il y a un fit parfait, bien, il devrait avoir une valeur plus élevée parce que tous les pixels sont alignés. Fait que si on fait ça ici, là, peut-être pour ceux qui ont fait des cours de traitement de signaux ou quelque chose, vous allez remarquer que c'est ce qu'on appelle une convolution, de prendre un signal puis de le faire glisser sur un autre signal, même si c'est en 2D au lieu d'être en 1D. C'est une convolution parce que, en fait, on va en parler plus tard dans la présentation, mais c'est ça qu'on fait ici. Ça se peut que c'est un petit peu long à calculer. OK. Fait que ça, en fait, on n'interprète rien, nous, là, c'est juste du bleu et du blanc, mais on voit si on... en fait, c'est ça, là, si vous avez compris, ça, c'est le produit de la convolution de la petite image de Charlie sur la grande image de la scène. Puis on voit ici, là, si on zoomait ici, on verrait qu'il y a un petit point rouge où la valeur est maximale. Fait que ça, c'est le point exact où notre filtre de Charlie était aligné sur la position de Charlie dans la grande image. Fait que là, ça l'a fait comme booster la valeur de la multiplication. Puis c'est le seul point qui est vraiment très positif, donc dans les 50, alors que le reste est autour de 0. Fait qu'en fait, de le faire comme ça nous a permis super facilement d'apprendre à l'ordinateur à trouver Charlie dans cette scène-là spécifiquement parce qu'on savait il ressemblait à quoi. Puis on a fait cette multiplication-là qui nous a permis de trouver. Puis on voit que la région ici de la valeur maximale correspond exactement à la position de Charlie. Mais là, évidemment, si on disait, si on tourne la page là, dans notre livre où trouver Charlie, puis on applique le même filtre, fait que le même petit fil de Charlie sur cette nouvelle image-là. Puis là, on ne s'attend pas vraiment à ce que ça fonctionne parce que dans la nouvelle page du livre, Charlie ne sera pas exactement dans la même position, il n'y aura pas les mêmes éléments dans le background. Fait que probablement que ça ne fonctionnera pas.
On va le laisser calculer. OK. Puis là, ici, on a une nouvelle scène. Je ne me souviens plus où exactement, mais on voit que d'appliquer ce même filtre-là qui provenait de l'autre image, puis de le mettre sur cette image-là, ça ne fonctionne pas parce qu'en fait, on n'a pas comme un pic à une place qui est vraiment plus élevé que les autres ou que la correspondance était parfaite. Tout ce qu'on a à la place, c'est plusieurs endroits où la correspondance est à peu près parce que ça donne qu'il y a des pixels qui fit, mais overall, on n'est pas capable de le trouver avec cette opération-là. Puis pourquoi? C'est parce qu'en fait, ce filtre-là, il n'est vraiment pas général. Il était vraiment spécifique à une image en particulier. Mais peut-être que si on l'avait pris plus petit puis qu'on avait pris juste son visage, ça aurait peut-être mieux marché parce qu'il y a peut-être toujours le même visage exactement dans chaque page, je ne sais pas. Mais peut-être que ça aurait mieux marché. Mais là, d'avoir pris un gros fil comme ça ne fonctionne pas parce que c'est vraiment trop spécifique. Puis si on arrive à une nouvelle scène, ça ne pourrait pas marcher. Fait qu'une chose qu'on peut faire, c'est définir des fils qui sont plus généraux. Fait qu'au lieu d'avoir exactement cette image-là avec ce background-là, on pourrait, comme j'ai dit, on pourrait prendre juste son visage, on pourrait enlever le background, ou on peut même y aller encore plus général que ça, puis juste définir un filtre avec des rayures rouges, excusez. Avec des rayures rouges, parce qu'on sait que Charlie, un peu quand on balaye nos yeux sur l'image, on sait qu'on cherche des rayures blanches et rouges parce qu'il y a toujours ça. Fait que si on prend ce filtre-là, puis qu'on l'applique sur l'image, OK. On peut voir qu'il y a quand même il y a quand même des éléments plus spécifiques qui vont ressortir de l'image, puis c'est beaucoup les éléments qui sont rouges. Fait que là, peut-être que notre filtre est un peu trop général, puis il fait juste se ressortir les éléments rouges. Mais si on regarde, par exemple, ici, il y a une zone très foncée dans l'activation, dans le fond, le produit de la convolution qui est très élevé ici, dans le parasol. On le voit ici parce qu'il y avait des rayures blanches et rouges. Mettons ici aussi un autre élément qui est très activé, c'est quelque chose de rouge avec... il n'y a pas des rayures, mais peut-être ici, ça a peut-être été activé par le fait que ce soit des rayures. Puis on s'attend peut-être à ce que le petit chapiteau de cirque ici soit activé aussi, puis oui, il l'est. Fait que c'est un fil qui est un peu plus général. Mais encore là, ça ne nous aide pas à trouver Charlie parce qu'il y a plein de choses qui sont activées. Fait que, bon, OK, ici, dans le fond, j'ai pris la même image, mais j'ai appliqué un threshold un peu aléatoire pour être capable de voir est-ce qu'il y a une section de l'image qui est activée. Puis, je pense que j'essayais de voir, là, mais je pense que ce petit bout-là... Oui, c'est ça, il est ici, Charlie. Là. C'est comme, il y a peut-être un petit bout là-dedans là, qui correspond à lui. Ça a fonctionné dans le sens qu'on est capable d'aller activer les rayures de son chapeau. Mais il y a tellement de choses qui sont activées que ça ne nous aide pas vraiment à le trouver. S'il faut qu'on passe chacun de ces éléments-là pour être capable de le trouver, c'est tous les éléments rouges de l'image. Finalement, ça ne nous a pas aidé à le trouver parce qu'on aurait pu juste prendre l'image du début. Puis on voit que même si on zoome sur l'image de sans threshold, il n'y a pas vraiment d'activation spécifique sur son chapeau. Notre filtre n'a pas vraiment fonctionné. Il était peut-être un peu trop général. Mais ce qu'on a appliqué, c'est un filtre avec des rayures horizontales. Peut-être que si on avait appliqué un avec des rayures diagonales, on aurait peut-être été plus capable de le trouver. Mais là, je ne me suis même pas donné la peine de le faire. C'était juste comme une petite façon de montrer que si c'est nous qu'il faut qu'il applique des filtres comme plein de combinaisons de filtres comme ça. Fait que, mettons, on aurait pu en mettre un horizontal, un diagonal à 30 degrés, un diagonal à 60 degrés, un vertical. On aurait peut-être fini par le trouver parce qu'à un moment donné, ça aurait donné que les rayures y correspondaient. Mais si c'est nous qu'il faut qu'ils designent ces filtres-là un par un, c'est impensable de le faire. Puis après ça, si on arrive dans une autre image, est-ce que ça va fonctionner? On ne sait pas. Fait que, rendu là, tu donnes ton livre à un enfant, là, puis tu lui dis de le trouver, Charlie, parce que ça va être beaucoup plus rapide que si tu commences à faire des algorithmes comme ça. Mais, ce qui est le fun, c'est que avec le learning, avec les réseaux de neurones profonds, ces filtres-là, en fait, ils sont appris par l'ordinateur. Fait que tu n'as pas besoin de lui dire de chercher des rayures, il va le comprendre par lui-même. OK. Fait que comme j'ai dit tantôt, le fait d'appliquer un filtre sur une image de gauche à droite, de haut en bas, c'est ce qu'on appelle une convolution. C'est le même principe qu'en traitement du signal où on a des convolutions 1D, mais là, ici, on a des convolutions 2D. Je ne sais même pas. Ah oui, OK. Fait que là, ici, c'est juste une autre représentation, en fait, de la convolution. Fait qu'on a un filtre ici que j'ai designé arbitrairement. C'est un filtre pour trouver des marques, des edges, des verticales. Fait que ça, c'est le fil qu'on applique. Puis ça, c'est si vous voyez ici, il y a un petit carré rouge qui se promène dans l'image de l'œil de chat. Puis ça, c'est les valeurs qui sont en haut à droite.
J'espère que ça lag pas trop là, en share screen. Mais sur l'image en haut à droite, ce qu'on voit, dans le fond, c'est cette section-là de l'image. Puis le résultat de la convolution, ça va être la multiplication élément par élément de... Ça va être la multiplication du filtre avec la section de l'image. Ça va correspondre à un point ici, qui est le même point que la section de l'image où on a appliqué le filtre. Puis ce que ça donne, par exemple, pour ce filtre-là, qui est super simple, en noir et blanc, qui était juste pour détecter les edges verticales, on a le résultat ici, puis on voit que, par exemple, en fait, on ne voit pas grand-chose, mais on voit que ça a comme mis en valeur le relief de l'image. Puis ça, c'est le résultat d'un filtre, fait qu'une convolution, ça donne ça comme ça. Là, je viens de remarquer que la présentation est un peu bilingue, mais je suis sûre que vous n'avez pas de problème avec ça. Fait que pourquoi on utilise la convolution? Fait que c'est ça, en fait, ce que je disais ici, comme aller mettre l'emphase sur le relief de l'image, c'est un peu ça que ça fait la convolution. En fait, c'est exact, c'est ça que ça fait la convolution. Fait que si on reprend l'image de l'astronaute puis qu'on applique chacun de ces filtres-là, fait que là, ça, c'est des filtres de Sobel qu'on appelle pour, encore une fois, pour aller chercher les contours. Fait que les contours horizontaux, verticaux, diagonaux, 45, moins 45. Puis on voit que ça vient comme activer, ben ça vient mettre la valeur, fait que mettre vers le blanc les sections de l'image qui correspondent à ces filtres-là. Fait que par exemple, dans le horizontal, il n'y a pas grand-chose qui est mis en valeur, mais dans le vertical, on voit vraiment bien en arrière la fusée parce qu'elle avait vraiment des lignes verticales. On voit aussi un peu plus le drapeau, en fait, surtout dans les diagonales moins 45. Ici, on voit vraiment les rayures du drapeau qui sont comme, c'est vraiment comme si c'était une carte de relief, là, fait qu'ils sont mises en valeur en utilisant ce filtre-là. Fait que c'est un peu, c'est le même principe que ce qu'on faisait tantôt avec l'image de Charlie, mais là, c'est des filtres qui sont vraiment généraux, puis qui vont juste venir mettre en valeur des éléments comme beaucoup moins spécifiques que Charlie, mais beaucoup plus généraux, là, fait que des lignes verticales. Puis en fait, c'est ça, c'est en combinant des filtres comme ça. Si on en avait vraiment beaucoup, j'en ai mis juste 4, mais si on avait plein de filtres différents, puis il y en a qui peuvent mettre en valeur, par exemple, des cercles, des anneaux, des rayures, des choses comme ça. Si on en combine vraiment beaucoup, on est capable d'aller chercher des éléments dans l'image plus spécifiques. Fait que si on est capable de dire, par exemple, on cherche un rond vert avec des rayures bleues dedans, ben, en appliquant un filtre avec un rond vert, je ne sais plus ce que j'ai dit, là, mais des lignes bleues puis des rayures de quelque chose, ben, on serait capable de combiner ces trois filtres-là puis de voir les trois où l'activation est plus élevée pour les trois, puis ça pourrait nous permettre de trouver notre rond bleu avec des rayures vertes. Là. Je pense que j'ai dit l'inverse 3 fois. Là. Mais c'est ça l'idée de la convolution, en fait. C'est des fils qui vont permettre de venir mettre en valeur des éléments généraux de l'image qui, en s'additionnant les uns envers l'autre, puis en appliquant des filtres à des résultats de filtres, on finit par être capable d'aller chercher des éléments qui sont spécifiques en utilisant des fils qui sont généraux. OK, là, on rentre dans les réseaux de neurones à convolution. Fait que c'est quoi les réseaux de neurones à convolution? En fait, c'est... J'aurais dû mettre l'image avant, mais c'est pas grave. Vous l'avez vu un peu hier, là, si vous avez assisté à la présentation de Frédéric, c'est un réseau de neurones comme les autres. C'est juste qu'au lieu d'avoir des neurones qui sont comme des multiplications, vous avez sûrement déjà vu là, une image avec des ronds où chaque neurone, c'est comme une multiplication ou une addition. Mais là, ici, chaque neurone, un peu, ça va être un filtre à convolution. Fait que ça va être un filtre comme celui-là. Puis ce qu'on apprend, fait que quand on entraîne un réseau, quand on dit qu'on entraîne un réseau, ce qu'on apprend, c'est la valeur dans ces filtres-là. Fait que si on commence, par exemple, au début de l'entraînement, on a des filtres qui vont être aléatoires, comme ceux qui sont en haut ici. Puis à la fin de l'entraînement, fait que si ça, c'est des filtres aléatoires, ça ne nous permet pas d'aller mettre des éléments spécifiques en valeur, là, ça fait juste mettre du bruit en valeur. Puis à la fin de l'entraînement, je ne viens pas juste de l'entraîner en passant, j'ai pris la version entraînée d'un réseau ici avec pre-trained égale true. Fait que ce qu'on voit, c'est qu'à la fin de l'entraînement, les mêmes filtres ont comme été optimisés pour aller mettre des éléments qui sont plus utiles que du bruit en valeur dans les images. Fait que, par exemple, tantôt, on parlait là, de ronds verts avec des rayures bleues. Ben, clairement, le filtre 37, il serait activé par des ronds verts, puis le filtre 30, mettons, il serait activé par des rayures bleues. Fait qu'avec ça, on serait capable. Puis on voit aussi qu'il y a différents angles qu'on va chercher. Fait que ça, c'est les filtres à la fin de l'entraînement. Fait que quand on parle d'entraîner un réseau de neurones à convolution, c'est le fait de partir avec des fils qui sont aléatoires comme ceux en haut, puis de les optimiser pour aller chercher on dit features en anglais, comme des caractéristiques de l'image qui sont plus générales, mais qui overall vont permettre d'aller chercher des éléments spécifiques. C'est ce qu'on voit ici. Je ne regarde pas souvent le chat, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis sûre que je vais trop vite. OK.
Fait que si on applique... je crois tout le temps laisser là. OK. Si on applique le fil qui est aléatoire à notre image d'astronaute, on voit que ça ne met rien en valeur, ça fait juste comme brouiller l'image. On n'est pas capable de voir plus d'informations que ce qu'on avait avant parce que c'est un fil qui est juste du bruit. Mais si on applique un fil, puis là, ça, c'est comme une place où vous pouvez changer le chiffre qui est ici si vous voulez appliquer un fil différent. Là, moi, j'ai pris le 2 ici. Si on applique le fil 2, on voit que c'est des rayures diagonales dans cette direction-là qui sont rouges. Puis on voit que ça active vraiment beaucoup le drapeau qui est dans l'arrière parce que ça correspond à ce qu'il y avait dans le drapeau en arrière. C'est un drapeau des États-Unis, fait qu'il y a des stripes rouges dans cet angle-là. Puis on peut essayer d'appliquer d'autres choses. J'en ai pas essayé d'autres, fait que c'est risky. Mais si on prend, mettons, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans l'image? On voit la fusée qui est verticale. Il y en a-t-il un qui a des lignes verticales? Peut-être le 24. Oups. Si on essaie le 24, c'est comme une ligne verticale. Ouais, on ne le voit pas vraiment, mais on voit quand même qu'il y a la fusée quand même mise en valeur. Mais vu que la ligne était pas parfaitement droite, ça ne correspond pas parfaitement. Hop, est-ce qu'on a... Oui, je pense qu'on a un rond sur l'astronaute. On va essayer le 37. Oui, c'est ça. On voit qu'il y a comme vraiment un relief qui a été créé sur le rond, sur le saut de l'astronaute, parce que ça correspondait un peu au filtre. C'est ce qu'on voit ici. C'était juste pour montrer l'image, quoi, vous ne vous souviendrez pas, ça ressemble à quoi à l'astronaute. OK, puis là, si j'applique chacun de ces 64 filtres-là à l'image, on peut aller chercher ce qu'on appelle des cartes d'activation. Fait que chacun de ces images-là, il y en a 64 aussi, c'est le produit du filtre, des 64 filtres à l'image. Puis là, on voit qu'il y a beaucoup de filtres là, comme ça, où c'est pratiquement juste des niveaux de gris là, constants dans toute l'image. Ça, c'est juste des filtres qui n'ont pas vraiment été utilisés pour l'image. Fait que c'est des éléments qui n'étaient pas dans l'image. Mais il y en a où il y a beaucoup plus de relief, là, comme le numéro 01. Si, mettons, c'est celui-là, bon, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il a mis en valeur, mais il y a beaucoup plus a été activé dans cette image-là. Puis on peut voir comme ça. Fait que quand on parle de carte d'activation ou de feature maps dans des réseaux à convolution, c'est ça ici. C'est le résultat d'une convolution à une couche précise dans le réseau sur l'image. Ça, c'était juste d'autres exemples de qu'est-ce qui est mis en valeur. Là. Par exemple, ici, est-ce que c'est probablement un fil qui est venu mettre en valeur la edge? Pourquoi je peux regarder traduire ce mot-là? Le côté là, de son badge. Puis ici, là, par exemple, ses lèvres, il était vraiment plus blanche que sa face. Là, fait qu'il y avait comme une activation. On voit, c'est ce filtre-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, mais je pense que je n'ai pas commencé à 0. Fait que le filtre 21, c'est celui-là ici, ça mettait en valeur les éléments qui étaient comme plus roses. Fait que ça allait mis en valeur ses lèvres. OK. Je pense que j'ai mis la source pour ça. Oui, c'est ça. J'ai trouvé un article qui montrait différentes... comme si tu prends ces filtres-là, c'est quoi les images en entrée? Fait qu'au lieu d'un astronaute, là, ce serait quoi l'image en entrée qui maximiserait chacun de ces filtres-là? Puis on voit que le fil qui est c'est une diagonale de la gauche vers la droite, ben, ça a vraiment activé des sections d'une image qui correspondaient à ça. Il y a des filtres qui sont juste pour les couleurs aussi. Par exemple, le vert en bas ici, ça fait juste activer les éléments qui sont verts. Puis là, ça, c'est vraiment juste la première couche du réseau. Mais un réseau, on le sait, c'est pour ça que ça s'appelle du deep learning, là, ça peut venir profond. Fait que quand c'est les premières couches comme ça, c'est des éléments qui sont super généraux, comme des couleurs, puis des lignes, des motifs très, très simples. Mais quand on va plus creux dans le réseau, ce qui arrive, c'est que c'est des opérations qui sont appliquées en cascade. Fait qu'au début, on a des filtres, puis on va appliquer des filtres au résultat des filtres, puis on va appliquer des filtres au résultat du résultat des filtres. Fait que ça finit par, vu qu'ils sont appliqués un après l'autre, ça finit par se combiner pour faire des éléments qui sont plus complexes. Fait que si tu combines plusieurs types de lignes, plusieurs cercles, plusieurs couleurs, tu peux aller chercher des éléments plus complexes. C'est ce qu'on voit ici, là, plus creux, là, c'est juste la deuxième couche. En fait, là, on n'est même pas si creux que ça dans le réseau. On voit que les motifs sont déjà plus complexes. Puis ils vont venir activer des éléments dans les images qui sont un peu plus spécifiques, comme des cercles avec des rayures. Là, ça ressemble à des assiettes. Puis il y a encore des filtres de couleurs, mais ça fait des éléments qui sont un petit peu plus complexes. Puis même que, j'en avais un avec des faces de chien. Ouais. Fait que là, ici, on est rendu plus creux dans le réseau, là, la couche 4. On voit vraiment, là, si vous êtes capable de zoomer, je ne sais pas si je suis capable, moi. Ah oui, un peu. Oh, boy.
OK. Si on est capable de zoomer, ici, on voit que vraiment les filtres se sont combinés pour aller chercher des faces de chiens. Fait que probablement, en fait, ça, je pense que c'est entraîné sur ImageNet. Puis une des, ben là, c'est une tâche de classification, puis il y a une des classes que c'est les chiens. Fait que pour être capable de dire s'il y a un chien dans une image, il a appris à combiner ses filtres pour aller chercher des activations qui ressemblent vraiment à des faces de chiens. Puis on voit que c'est les faces de chiens, justement, qui vont venir activer ces cartes-là. Fait qu'en ayant des filtres qui te permettent d'aller trouver est-ce Salut qu'il y a... Catherine, tu as une question dans le chat. Ah, Désolé de te couper. On a quelqu'un qui nous demande les filtres que vous avez appliqués à l'image de l'astronaute. Est-ce que c'était ceux de la dernière couche ou ceux de la première couche? ouais, c'était une bonne question. Puis c'est correct que tu m'interrompes parce que moi, je ne le voyais pas dans le chat. C'était la première couche parce qu'on voyait qu'il était beaucoup plus simple comparé à. Il faut que je dézoome. Comparé à ceux qui sont ici où on est capable de voir des éléments là, très précis dans l'image. Si on revient à l'astronaute, c'était des petits éléments super simples, là, des ronds, des lignes puis des couleurs. Fait que ça, c'était vraiment la première couche. Je ne me souviens pas si je l'ai fait qu'on peut changer pour mettre une autre couche, mais si vous voulez jouer avec le code, vous pourrez le faire. Mais ouais, c'était la première couche. OK. Fait que c'est ça. Quand on parle d'entraîner un réseau, en fait, chacun des carrés ici, c'est comme, en fait, c'est comme le résultat d'une convolution. Puis ce qu'on apprend, c'est les poids dans les filtres. Puis là, si par exemple, ici, toute la section où c'est des convolutions, c'est ce qu'on va appeler souvent la section feature extraction. Fait que c'est la section du réseau qui va aller chercher les caractéristiques de l'image, qui après ça vont permettre de la classer. Fait que là, à la fin, ici, on a des couches fully connected, fait qu'un réseau linéaire. Probablement, comme vous avez vu hier, là, si vous avez regardé des tags sur les réseaux plus simples, ben ici, c'est juste une couche qui va permettre de venir classer les images en fonction de qu'est-ce qui a été activé. Fait que si on a activé, par exemple, le filtre avec la face de chien qu'on a vu tantôt, ben, probablement que ça va venir donner beaucoup de poids à l'output qui est la classe du chien. OK, là, on entre dans ma partie préférée de la présentation, mais qui est peut-être la plus dure à comprendre, mais si vous ne comprenez pas, vous avez accès au code, puis vous allez voir que ça fait des belles images, mais vous allez quand même probablement être intéressé, même si vous ne comprenez pas. Fait que, ce qu'on fait ici, en fait, c'est une autre façon de visualiser les filtres qui sont appris dans le réseau. Fait que normalement, pour entraîner un réseau comme ça, on va lui donner une image ici, par exemple une image de chat, puis on va savoir que ce qu'on s'attend comme output, c'est la classe du chat. Là, vous avez vu hier là, les fonctions de perte, les optimiseurs, je ne rentrerai même pas là-dedans. Là, les mêmes choses s'appliquent au réseau à convolution ou à n'importe quel réseau. Fait que j'assume que vous avez vu ça hier. Fait que si je lui donne une image, puis je la passe dans le réseau, puis qu'ici, il m'output la classe chat, bien là, on est content. Mais s'il m'output la classe camion, bien là, il faut changer les poids du réseau. Fait que là, c'est là qu'on calcule une fonction de perte, puis qu'on va optimiser les poids du réseau pour s'assurer que l'image, on va changer les filtres, en fait, pour obtenir des fils qui nous permettent de classer l'image de chat comme étant un chat. Fait qu'on va changer les poids dans nos filtres incrémentalement, là, petit à petit, en lui donnant vraiment beaucoup d'images, pour que, éventuellement, quand on lui donne un chat, il soit capable de nous dire que c'est un chat et pas un camion. C'est ça. Fait que normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on optimise les poids. Mais là, ce qu'on fait ici, c'est juste une autre façon de voir les activations des filtres. Ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu on va geler le réseau, fait que le réseau est déjà entraîné, puis on ne change pas les poids des filtres. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on va lui donner une image, puis on va lui demander c'est quoi. En fait, on ne lui donne pas d'image, puis on va lui demander quelle image il faudrait que je te donne pour vraiment activer le plus possible un filtre en particulier. J'espère que ça va venir plus clair en le montrant. Mais si par exemple, je lui donne, on va commencer par des couches du début, parce qu'on sait que c'est des couches qu'on s'attend qu'ils soient super simples. Fait que si je lui dis c'est quoi l'image qui activerait le plus possible le filtre numéro 0 dans la couche 0, fait que dans la première couche du réseau, puis il me donne ça. Fait que là, c'est comme une autre façon de voir que le filtre, en fait, c'est probablement un fil qui est rose, qui est juste activé quand il y a quelque chose de rose. Fait que là, on peut en mettre un autre filtre. Mettons, il y en a 64 dans la première couche. Bon, on voit que c'est vraiment des filtres qui sont super simples, qui sont appris dans la première couche, qui font juste aller chercher une couleur en particulier. Lui, il y a un petit peu de texture, mais c'est quand même juste pour aller chercher du vert. Mais si on va plus profond dans le réseau, mettons qu'on se dit qu'on va aller à la couche 7, là, on s'attend à ce que ce soit des éléments qui sont un petit peu plus complexes. Fait que c'est ça. Comme ici, par exemple, on voit qu'il va chercher une texture qui est quand même plus complexe que juste une couleur. C'est comme des vagues
du bas gauche vers le haut droite dans le multicolore. C'est cette image-là qui activerait le plus le filtre numéro 32 de la couche 7. Puis si on va vraiment profond dans le réseau, j'aurais dû noter c'est quoi les chiffres parce qu'il y avait des chiffres en particulier qui fonctionnaient vraiment bien. Mais mettons qu'on prend la couche 24 puis le filtre 29. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on génère dans le fond l'image qui va activer le plus possible ce filtre-là pour voir qu'est-ce que le filtre va chercher comme caractéristique dans l'image. OK, ouais, c'est lui que je cherche. Puis là, on voit que ça commence, c'est très abstrait, c'est très Deep Dream, je pense que Google avait fait, c'était un peu la même idée que ça. Là. Mais en fait, on voit ici que ce filtre-là est probablement activé pour, c'est peut-être juste moi, là, mais ça ressemble à des grenouilles. Fait que, probablement que c'est un filtre qui est utilisé. Fait que le filtre numéro 29 de la couche 24, il est probablement utilisé pour aller faire de la classification de grenouilles, comme on peut le voir ici. Puis là, ça, si vous voulez perdre du temps puis chercher d'autres filtres, là, il y en a vraiment beaucoup à aller voir. Là, puis des fois, les résultats sont drôles. Bon, lui, il est moins beau que les grenouilles, mais on voit que c'est quand même le filtre est activé par des textures qui sont quand même très complexes. Parce qu'on est rendu très creux dans le réseau, puis c'est, comme j'ai dit, appliqué en cascade, des fils sur des fils, ça permet d'aller chercher des éléments plus complexes. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire sur ça? Ben, en fait, on va continuer. OK. Ce qu'on fait ici, c'est que OK, je lui donne une image, une image de grenouille. Puis là, j'ai appliqué quelques petites transformations là, de normalisation puis de resizing juste pour que ça corresponde avec ce que le réseau a été entraîné au début. Ça, c'est très important. Si vous avez entraîné un réseau avec une normalisation quelconque sur les images, c'est très important de le tester sur la même normalisation. Puis là, on voit ici qu'il fonctionne parce que sa prédiction, c'est que c'est une grenouille. Puis c'est ce que je lui ai donné, c'est effectivement une grenouille. Fait qu'il a bien fait sa job. Puis là, oups, il est déjà roulé. Mais ce qu'on voit ici, OK. Ce qu'on voit ici, en fait, c'est que ça, c'est l'activation de chacun des filtres dans une couche donnée. Fait que là, on est dans quelle couche? On est dans la couche 24, fait qu'on est très profond dans le réseau, mais il me semble que ça fonctionne mieux quand on met 28. Si on regarde, OK, fait que là, dans la dernière couche du réseau, on s'entend à ce qu'il y ait certains fils qui sont beaucoup plus activés que les autres parce que c'est les filtres qui ont vraiment permis de prendre la décision finale. On est dans la dernière couche du réseau. Fait que là, on peut voir que pour l'image de la grenouille, le filtre, ça c'est 206 puis 341, sont vraiment plus activés que les autres. Fait que là, on peut aller voir. Puis là, OK. C'était quoi? Je ne me souviens plus. 206. Donc, si on va voir le fil 206, on s'attend à ce que ce soit quelque chose qui ressemble un peu à des grenouilles, que ce soit un fil qui nous permet d'aller classer une image chez une image de grenouille. Ouais, OK, c'est pas incroyable. Il faut vraiment pousser son imagination loin pour être capable de voir qu'il y a des grenouilles dans son. On peut peut-être essayer le deuxième, 341. Mais en fait, OK, on va le mettre. On s'entend que ça, en fait, c'est pas quelque chose qui est utile, c'est vraiment juste un outil de visualisation pour revoir les filtres. C'est pas quelque chose qu'on a besoin de faire, en fait. Mais ça permet d'un point de vue éducatif, là, ça permet de voir à quel point c'est complexe ce que le réseau apprend. Ah, ici, on voit un petit peu plus que c'est des grenouilles quand même. On voit un peu des yeux de grenouille. J'espère que vous les voyez aussi, puis que vous ne me jugez pas trop. Mais c'est ça permet de voir que les fils qui sont appris par le réseau sont extrêmement complexes. Puis c'est pas quelque chose qu'on aurait pu, nous, en tant qu'humains, designer pour pouvoir faire une tâche de classification. C'était vraiment important que ce soit de l'apprentissage qui est automatique puis que le réseau soit capable d'optimiser ses poids lui-même. Parce que tantôt, ça marchait bien avec l'image de Charlie parce qu'on savait exactement il ressemblait à quoi puis on pouvait le glisser sur une image. Mais on a vu que ce n'était pas un cas qui était général, que si on changeait d'image, ça ne fonctionnait pas. Fait que d'être capable de. Puis même après, on a essayé d'être général, puis de mettre des stripes rouges, puis de chercher Charlie avec ça, mais ça ne fonctionnait pas. Fait que ça permet de voir vraiment que si l'apprentissage ne se faisait pas de façon automatisée, on ne serait jamais capable de faire de la classification comme ça d'images, parce que c'est juste beaucoup trop complexe, puis c'est beaucoup trop abstrait aussi. Si je vous donnais cette image-là dans un contexte par rapport, puis je vous disais, penses-tu que si j'applique ça à une grenouille dans le bois, ça va me permettre de voir que c'est une grenouille, ben non, parce que c'est pas comme ça qu'on réfléchit, c'est pas comme ça qu'on voit, nous autres, mais de la façon qu'on a designé les réseaux, c'est comme ça qu'eux sont capables d'interpréter les images.
Puis c'est ça, je radote un peu. J'ai mis d'autres images, là, si vous voulez. Si je me souviens bien, il me semble qu'il y a un poulet. .jpg. J'ai mis d'autres images, mais vous pouvez, il dit que c'est une poule, il a bien fait ça. Puis on peut aller voir quels filtres ont été activés par la poule. Bon, le plus, c'est 457. On va aller voir ça ressemble à quoi le filtre 457. Je pense qu'il y a des questions dans le chat. OK, ouais, merci d'avoir partagé le Jupyter Notebook. Puis là, la question, c'était est-ce que les filtres sont répertoriés quelque part? OK, on va juste regarder. Encore une fois, on voit que c'est. Oups, je suis capable d'enlever le chat. OK, encore une fois, ici, on voit que c'est assez abstrait, là, mais si on se force vraiment, on est peut-être capable de voir un peu que ça ressemble à des features de poulet. Là. Il y a peut-être un peu de plumage puis de bec à des places, là, mais c'est extrêmement abstrait. Là, la question, c'est est-ce que les filtres sont répertoriés quelque part? Je pense que la question, en fait, c'est est-ce que tu veux savoir si tu as accès aux filtres entraînés du réseau? La réponse, c'est oui. C'est extrêmement simple. Ici, si tu utilises la librairie, moi, je travaille toujours en PyTorch. Là. Mais si tu utilises la librairie PyTorch, Torch Vision, il y a des modèles qui sont répertoriés là, que tu peux, dans le fond, tu peux aller chercher un réseau complètement entraîné juste en écrivant cette ligne-là, le pre-train égale true. Ça veut dire que les filtres sont déjà appris. Je ne sais pas si c'était ça la question. Oups, je ne vois même plus le chat. C'était ça la question. Catherine, t'es mutée. On ne t'entend pas. Je pense que ça faisait pas trop longtemps. Fait que, c'est ça, là, j'ai répondu à la question, je pense. C'est juste d'aller chercher les modèles puis de mettre pre-train égale true pour avoir les poids déjà entraînés. Puis ils sont entraînés là, sur des gros serveurs de calcul puis des quantités d'images incroyables. Là. Je pense que ImageNet est rendu à quelque chose comme 15 millions d'images puis c'est entraîné sur ça. C'est pour ça que ça fait des réseaux qui sont extrêmement puissants parce qu'ils ont vu comme tous les codes de figure de toutes les classes qui ont à la classe. Catherine, tu as une autre question. Est-ce que les filtres à l'intérieur, est-ce qu'on n'a pas accès aux filtres à l'intérieur? Est-ce qu'on a... Mais les filtres à l'intérieur, on n'a pas assez, j'imagine. Je ne comprends pas à l'intérieur de quoi? Genre à l'intérieur du réseau de l'architecture. Ici, oui. Quand que je choisis ici, je n'étais peut-être pas clair, mais ici, CNN Layer, 0, 2, 5, 7, 10, 12, 14, c'est les couches dans le réseau. Là. Fait que si tu veux la dernière couche, tu prends 28, mais si tu veux la couche du milieu, tu prends 14. Chat. OK, c'est bon. Ouais, c'est ça. VGG, quand tu fais pre-train égale true, c'est toutes les couches du réseau qui sont entraînées. OK, c'était ça pour ça. Puis si vous voulez d'autres exemples de ça, il y en a qui ont pris la peine de prendre du code comme ça puis de générer comme les plus beaux fils qu'ils étaient capables de trouver. Là, puis c'est drôle des fois de juste aller voir qu'est-ce qui a été généré avec ces filtres-là. Par exemple, celui à droite ici, là, si vous l'ouvrez en gros, là, il me semble que ça ressemblait vraiment à des têtes de poulet. Là. OK, ça, on a passé tantôt, mais c'est ça, comme je disais, plus on va creux dans le réseau, plus les features sont complexes. Puis ici, on a plein d'exemples. Il dit Layer 5, là, probablement que c'était un réseau qui était vraiment pas grand et qui avait juste 5 couches de convolution parce que rendu à la Layer 5, on a déjà des trucs vraiment complexes là, qui permettent de classer directement des chiens versus des vélos. Oups, je pense que cette cellule-là n'est pas à bonne place. OK, bon, c'est pas grave. OK, une autre façon d'analyser d'analyser un peu des décisions des réseaux parce que ça, souvent, c'est quelque chose qui n'est comme pas fait en recherche, mais c'est vraiment important à faire. C'est qu'une fois que tu as un réseau qui est capable de classer des images, si tu veux vraiment tester, qui comprend ce qu'il voit et qui fait sa classification en fonction des bonnes caractéristiques, c'est important d'aller voir qu'est-ce que le réseau a regardé dans l'image. Par exemple, j'avais vu un cas là, très spécifique, mais c'était un réseau pour classer des loups versus des huskies. Puis le réseau avait 100% de précision. Il était toujours capable de différencier les loups des huskies. Mais ce qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est que il ne regardait pas les caractéristiques de l'animal. En fait, il regardait juste le background parce que ça a donné qu'il avait été entraîné avec des images de loups dans la neige puis de huskies dans l'herbe.
Puis ça faisait qu'il ne regardait pas vraiment l'animal, il faisait juste dire est-ce qu'il y a de l'herbe dans l'image? Oui, donc c'est un chien. Est-ce qu'il y a de la neige? Oui, donc c'est un husky. Puis quand on lui donnait un chien dans la neige, ben là, il disait que c'était un loup. Puis quand il donnait un husky dans le. J'ai tout inversé, là, mais je suis sûre que vous comprenez. Ça, en fait, c'est ça. Fait que c'est important de voir des fois qu'est-ce que le réseau regarde, parce que tu ne veux pas avoir un réseau qui a 100% de précision dans ton jeu de données à toi, puis après ça, tu le déploies, par exemple, dans un produit, puis tu réalises que ça ne fonctionne pas pantoute parce qu'on a un cas de figure avec lequel il n'avait pas été entraîné, comme des huskies des loups dans le gazon puis des huskies dans la neige. Une façon de faire ça, c'est le Gradient Activation View, souvent connu sous le nom aussi de GradCam. Ce que ça permet de faire, en fait, c'est tu donnes une image au réseau, puis tu regardes quelle section, au lieu de regarder quels filtres sont activés, tu regardes quelle section de l'image est activée. Par exemple, ici, on lui donne un beau petit chien, puis il dit que c'est un samoyède avec une confiance de 95%, il est sûr que c'est un samoyède. Puis si on regarde qu'est-ce qu'il regarde dans l'image, ben, il regarde effectivement le visage du chien puis son pelage, puis il ne met vraiment pas d'attention en arrière dans le background parce que c'est pas le fait qu'il y ait de l'herbe dans le background, ça ne lui a pas permis de faire sa classification de race de chien. Mais c'est le visage du chien et son pelage qui lui a permis de le faire. Fait que c'est ça. Ça, c'est juste une façon de voir qu'est-ce que le réseau regarde dans l'image. On va skipper cette section-là. OK, là, c'est là que je pourrais repusher le notebook parce que ça, c'est pas à bonne place. OK, c'est ici. OK, on a vu tantôt que quand on utilisait un réseau qui est déjà fait, tout ce qu'on a à faire, en fait, c'est modèle égale torchvision.models.vgg size, puis on a tout le modèle qui est déjà, l'architecture est déjà créée. Et on n'a pas besoin de choisir combien de filtres on met, combien de couches on met, quels paramètres on met au filtre. Ça a comme déjà été fait par quelqu'un il y a 5 ans, puis il fonctionnait bien, on ne se pose pas de questions, on le prend comme ça. Mais ça peut arriver des cas plus spécifiques où vous voulez comme créer votre propre réseau avec des paramètres qui sont spécifiques à ce que vous recherchez dans les images. Fait que c'est important de savoir un peu c'est quoi les paramètres d'une convolution. Puis ça, c'est les 4 principaux. Il y en a-tu 4? Ouais. Ça, c'est les 4 principaux quand vous travaillez à designer des réseaux de neurones à convolution. Fait que le premier, c'est le kernel size. Fait que ça, c'est la taille du filtre, en fait. J'ai montré beaucoup d'exemples avec des filtres 3x3 plus hauts. Fait que c'est quelque chose comme ça, c'est comme assez standard, mais vous pouvez aussi aller avec des filtres plus gros en fonction un peu de c'est quoi les caractéristiques qui sont à aller chercher. Puis ça, il y a comme moyen de se développer une intuition pour ça, mais c'est souvent une bonne idée de juste prendre ce qui est fait en général. Comme je sais que les filtres 3x3, 5x5, c'est pas mal les plus populaires. Ensuite, vous avez la stride ou le pas. Fait que ça, c'est à quel intervalle vous appliquez vos filtres. Fait que la version de base, c'est un stride de 1, où en fait le filtre il glisse puis il arrête à chaque pixel pour calculer la convolution. Mais ça peut arriver que vous voulez, mettons, avoir un réseau qui est plus petit, vous voulez gagner du temps d'entraînement, vous n'avez pas besoin d'avoir un résultat à chaque pixel. Vous pouvez utiliser, par exemple, un stride de 2, puis vous skippez un pixel à chaque convolution. Ensuite, il y a un paramètre qui s'appelle le padding. Ça, c'est que si on applique une convolution, par exemple, 7x7, vous allez voir que le premier pixel central où on peut l'entraîner, en fait, c'est comme le pixel 4x4. Il n'y a pas moyen d'avoir une convolution avec ce pixel qui est là, ici, parce que le carré est trop gros pour aller chercher celui-là. Fait que ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on va faire du padding pour aller recouvrir le contour de l'image pour que l'image en sortie ait la même taille que l'image en entrée. Ça, il y a beaucoup d'applications, c'est important d'avoir la même taille en sortie qu'en entrée. Par exemple, en segmentation, si tu veux assigner une classe à chaque pixel, c'est important d'avoir le même nombre de pixels à l'entrée et en sortie parce que sinon, c'est juste pas possible de faire le matching entre les deux. Puis, un dernier paramètre que je n'ai pas vu utiliser souvent, c'est la dilation. Dans le fond, c'est le filtre, il s'applique à quel champ réceptif sur l'image. Si tu as une dilation de 1, c'est le filtre qui s'applique directement sur les pixels qui sont un à côté de l'autre. Mais de 2, ça va skipper un pixel. Puis, ça va comme ça. Il y a d'autres sortes de couches dans les réseaux à convolution. Il n'y a pas juste des couches de convolution, même si c'est comme la grosse majorité. Il y a aussi des couches de pooling. Fait que si on revient plus haut, si on revient beaucoup trop loin, OK, ici, on voit que la taille des images va réduire en allant plus creux dans le réseau. Puis ça, c'est parce qu'on a des couches de pooling.
on le voit ici, max pooling. Puis le fait de pouvoir réduire la taille de l'image, souvent, ça va permettre, en fait, souvent, le but de faire ça, c'est que ça permet d'aller chercher des éléments de l'image qui sont peut-être plus éloignés. Fait que si on prend une image complète, là, 32 par 30, mettons 128 par 128, puis qu'on applique un fil 3 par 3, on n'est pas capable d'aller chercher comme des relations entre le coin en haut à gauche puis le coin en bas à droite parce qu'on a toujours juste une petite image, un petit fil de 3 par 3. Mais si à chaque couche, on réduit la taille de l'image, puis qu'à la fin, on finit avec une image 2 par 2, puis qu'on applique un fil dessus, on va être capable d'aller chercher les éléments qui étaient initialement vraiment loin, parce que le fait d'avoir réduit la taille de l'image, ça fait que maintenant, ils sont vraiment proches. Puis, le principe des couches de pooling, c'est super simple. Si on a l'image, la matrice à gauche, par exemple, le fait d'appliquer un max pooling, c'est que dans chaque, mettons un max pooling 2 par 2, c'est que dans chaque fenêtre de 2 par 2, on va aller chercher la valeur maximale, puis c'est ça qu'on va mettre en sortie. Fait que là, ça fait 20, 30, 112, 37, puis c'est ce que ça nous donne ici. Mais il y a d'autres sortes de couches de pooling. Il y a le mean pooling, par exemple, que ce serait au lieu de prendre le max, tu prendrais la moyenne. Tu pourrais prendre le minimum, tu pourrais prendre, il y a sûrement d'autres sortes de pooling. Mais c'est juste en fait une opération qui est super simple, que tu n'as pas de paramètres à apprendre, qui permettent de réduire la taille de l'image entre les couches. Fait que si on applique des couches de pooling, par exemple, à la face de chien, en fait, ce qu'on voit, on ne le voit pas vraiment parce que les images ne sont pas proportionnelles, là, mais l'image ici est plus floue parce qu'elle est plus petite, parce qu'on a réduit sa taille. Puis on voit aussi la différence entre faire un... J'aurais pu mettre des titres, hein, mais ça, je pense que c'est un max pooling. Puis ça, c'est un mean pooling. On voit que la moyenne, c'est plus comme un fil gaussien. Là, ça vient flouer un peu l'image. Tandis que le max pooling, ça vient comme donner vraiment beaucoup de poids à un pixel qui est plus fort que les autres. Par exemple, dans les yeux, le fait qu'il y avait un petit reflet blanc ici, ça fait que chaque fois qu'on a passé le max pooling sur son œil puis que le petit reflet blanc était dans la fenêtre, ça a donné la valeur du point blanc à toute la fenêtre du pooling. Fait que ça fait que le chien a des yeux blancs après. Mais bon, c'est pas vraiment, il n'y a rien à interpréter ici, c'est juste d'appliquer directement des opérations de pooling à une image. Ça donne des choses comme ça. Mais il n'y a rien à apprendre ici par le réseau. C'est une opération qui est directe, c'est juste prendre le maximum d'une fenêtre. OK. Maintenant que vous comprenez un peu comment ça fonctionne, les réseaux à convolution, qu'est-ce que ça apprend, comment on entraîne ça, à quoi ça sert, hein? C'est quoi les applications de ça? Mais si on revient à l'introduction avec la conduite automatique, une application qui est vraiment commune, c'est la segmentation d'images naturelles, par exemple. Les images naturelles, c'est ce qu'on voit, nous, dans la vie de tous les jours, c'est les photos, les vidéos. Fait que c'est important d'être capable de les segmenter dans des applications comme la conduite manuelle, mais aussi des opérations, mettons, un petit peu qui sont plus creepy, là, mais par exemple, le tracking de personnes avec des caméras de surveillance, des choses comme ça, ou même des fois la segmentation de vue aérienne pour être capable de voir, par exemple, la santé des terres où il y a des plantes qui poussent, là, les crops. Il y a comme plein d'applications qu'on peut penser où il y a juste être capable de segmenter des images naturelles, ça permet de faire une application plus concrète. Puis ça, quand on parle de segmentation, en fait, c'est d'assigner une classe à chaque pixel. Fait que, par exemple, ici, la classe rose, ça serait le trottoir. La classe rouge, ça serait les piétons. Puis chaque pixel a une classe qui lui est associée. Une autre tâche que c'est peut-être plus facile de voir l'application directe, c'est la segmentation d'images médicales. Là, ici, s'il n'a pas fonctionné, là, je ne sais pas pourquoi il me donne ça en output, ce n'est pas de ma faute, c'est la personne qui a mis le réseau pré-entraîné. En fait, il n'est pas très bien pré-entraîné. Mais en gros, le but, en fait, c'est juste de dire qu'il y a beaucoup d'applications de segmentation automatique d'images médicales, en fait, pour faire sauver du temps aux médecins, parce que le temps des médecins est très précieux. Fait que si tu lui donnes une image en entrée d'un cerveau, par exemple en IRM ou en CT, ben, d'être capable d'aller segmenter la lésion, la tumeur ou ce qu'on recherche automatiquement, ça permet d'aller sauver du temps. Puis on peut aussi atteindre un point où les réseaux sont meilleurs que les médecins, puis sont capables de voir des anomalies que les médecins auraient manquées. Fait que là, ici, c'est super clair, c'est super facile de voir c'est quoi l'application des réseaux à convolution si on est capable de faire des diagnostics qui sont plus précis, qui sont plus rapides aussi, puis de faire sauver du temps à les médecins pour être capable de faire plus de diagnostics à plus de patients. C'est comme une application très, très claire de c'est quoi de l'apprentissage automatique en imagerie médicale. OK.
Les réseaux de segmentation, souvent, ils ressemblent à ça comme ça. Fait que ici, chaque couche, c'est une convolution. Fait que c'est comme celui qu'on a montré tantôt avec les carrés, mais là, ici, il est juste montré différemment. Fait que chaque petit rectangle, c'est une convolution. On retrouve encore une fois les opérations de max pooling. Puis la raison pourquoi c'est en U comme ça, c'est parce qu'on veut avoir une taille en entrée puis en sortie qui est la même pour pouvoir avoir une correspondance entre chaque pixel puis être capable d'assigner une classe à chaque pixel. Fait que c'est pour ça qu'on fait du max pooling jusqu'à atteindre une petite taille, comme on veut toujours pour être capable d'aller chercher des liens des éléments qui sont loin dans l'image. Puis après ça, on fait comme du max pooling inversé pour aller rechercher la taille de l'image initiale. Une autre application, une autre tâche en fait qui est faite avec les réseaux à convolution, c'est la classification. Fait que d'être capable de dire une image de grenouille, c'est une grenouille, puis un chat, c'est un chat. Qu'est-ce que je fais ici? Ah oui, OK. Fait ici, c'est sur un réseau à convolution, il est comme à l'envers. Je pense qu'il se met dans ce sens-là. Mais comme on l'a vu tantôt, ça va être plusieurs couches de feature extraction où on va chercher les features dans l'image, qui va finir avec une couche de pooling pour vraiment aller faire une correspondance entre les features des images puis la classe à laquelle on veut l'associer. Fait qu'ici, on va entraîner un réseau. Fait que ce qu'on fait ici, c'est qu'encore une fois, on va chercher le réseau directement. J'ai pris celui-là, mais vous pourriez changer pour un autre. Là. Si vous allez sur Torch Vision Models, il y a plein de modèles préentraînés qui sont prêts. Puis ces modèles-là sont tous préentraînés sur ImageNet. Si vous ne connaissez pas ImageNet, c'est une grosse banque d'images. Je disais 15 millions, tantôt, ils sont rendus à 14 millions d'images. Puis ils sont toutes annotées avec une classe. Fait qu'ils ont, mettons, 1 million de chiens, 1 million de chats, 1 million d'autos. Ils ont 1000 classes, en fait. Fait qu'ils n'ont pas 1 million, ils ont, mettons, 15 000 chiens, 15 000 chats, 15 000 autos. Puis ils ont entraîné des réseaux avec ça. Puis le fait d'avoir vraiment beaucoup d'images, ça a permis d'aller chercher des features qui sont super précises, mais aussi super générales pour être capable de généraliser à toutes ces images-là de chiens qui sont différents et d'autos qui sont différents. Fait que, bref, c'est des réseaux qui sont très performants parce qu'ils ont été entraînés sur des gros serveurs de calcul avec vraiment beaucoup d'images. Donc, c'est ça. Fait que ce qu'on fait ici, c'est qu'on load le modèle. On se crée un data loader qu'on appelle qui va aller chercher les images dans notre dossier d'images. Qu'est-ce qu'on fait ici? OK. Fait ici, on voit, en fait, c'est juste un test. J'ai mis des images là, dans le dossier. Vous pouvez aller voir, vous pouvez en mettre d'autres si vous voulez aller voir s'il est capable de classer votre chien ou votre auto ou whatever. Puis vous pouvez voir que, bon, il fonctionne bien. Il est capable de bien associer la classe à chacune des images qu'on lui a données. Je ne sais pas si je le roule une deuxième fois s'il y a des images différentes. Je pense que oui. Donc, on voit qu'on ne s'est pas trompé ici. On a mis pre-train égale true. Mais pour le fun, si on met pre-train égale false, là, on retourne à avoir des fils qui sont random. Est-ce qu'il est quand même capable de classer les images? Non, il dit que tout est du spaghetti squash. Donc, on voit que c'est très important si vous voulez pas avoir entraîné un réseau, si vous voulez en utiliser un qui est pré-entraîné, utilisez pre-train égale true pour que ça fonctionne. Donc, on voit qu'ici, il est capable de classer les images. OK, on peut le tester sur n'importe quoi. OK, j'avais mis une image par rapport de WALL-E, puis on voit que tu peux lui donner une image de n'importe quoi, puis il va la classer. Mais c'est sûr que si c'est une classe qu'il n'a jamais vue, ou si c'est un dessin comme ça, c'est un peu difficile à classer comme étant un robot. Il dit que c'est un amphibien, il est quand même pas si pire. C'est vrai qu'il a un peu des yeux qui pourraient ressembler à un amphibien. Mais si vous voulez aller voir dans le dossier, là, je pense que j'ai mis un dossier qui s'appelle n'importe quoi. Puis vous pouvez carrément aller mettre ici n'importe quoi. Vous pouvez mettre n'importe quoi comme image pour aller voir comment il y a classe. OK. Donc ça, c'était un exemple d'image où il n'avait pas appris cette classe-là. En fait, robot, c'était peut-être même pas dans la liste des classes avec lesquelles il avait été entraîné. Fait que ça ne fonctionnait pas. Puis ça, c'est un autre exemple où ça ne fonctionne pas. Si je lui montre un cerveau, il n'a pas été entraîné avec la classe cerveau. Fait qu'il n'y a pas cette possibilité-là. Il a appris à quoi ça ressemblait parce qu'il n'a pas été entraîné avec, fait qu'il n'a pas eu à apprendre c'est quoi un cerveau. Fait qu'on voit qu'il classe avec quelque chose qui est proche, là, mais qui n'est pas exactement la même chose, comme une tirelire, un nœud ou une balloune. Puis c'est la même chose pour ça, c'est des images de neurones. Fait qu'on voit qu'il n'a pas été entraîné avec le label neurone. Fait qu'il dit souvent que c'est des méduses ou un oscilloscope ou des bulles. Fait que, c'est des exemples où c'est sûr que tu ne peux pas l'entraîner à classer des chiens puis des chats, puis après ça lui demander de classer des autos. Il faut vraiment qu'il soit entraîné avec les mêmes choses parce qu'il faut qu'il ait appris les features des autos.
OK, c'est ça. Fait que là, on remarque ici qu'il disait souvent méduse pour les neurones. Fait que si on lui donne des images de méduse, il est bon parce qu'il a été entraîné avec des méduses, mais si on lui donne des neurones, il n'est pas bon, il dit n'importe quoi. Fait que ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va essayer on va l'entraîner en fait très rapidement à faire la différence entre des méduses et des neurones. Fait que ce qu'on fait, c'est que j'ai fait un dossier. Image méduse neurone. Puis on voit, il y a une classe méduse, puis ça, c'est toutes des images de méduses que j'ai prises sur Google. Puis dans la classe neurone, il y a plein d'images de neurones aussi. Fait que là, ce qu'on fait ici, c'est qu'on va l'entraîner. Fait que vous pouvez consulter le code un peu pour voir qu'est-ce qui se passe. Mais ici, par exemple, c'est les époques. Vous avez sûrement déjà entendu ce mot-là. C'est les itérations d'entraînement. Puis ici, for a batch, nanana, ça, c'est on va chercher toutes les données dans le dossier, puis on l'entraîne sur ces données-là, itérativement. On fait ça sur toutes les données, puis on le fait 3 fois, donc pour 3 époques. Puis on voit qu'après juste 3 époques, sur les images d'entraînement, au début, il était à 50%, ce qui est très mauvais. C'est pratiquement juste 50%, c'est le hasard, s'il y a dit soit méduse ou neurone au hasard. Puis après une itération, il était déjà à 90%. Après deux itérations, il était rendu à 100% de précision. Fait qu'on voit ici qu'il a été capable de classer parfaitement neurone versus méduse. Mais une chose qu'il faut faire attention, c'est qu'ici, on l'a testé sur les données sur lesquelles il a été entraîné. Ce n'est pas impossible qu'ils aient juste appris par cœur. C'est toujours important d'avoir aussi un deuxième jeu de données, qui est un jeu de données test. Fait que ici, il s'appelle test méduse neurone. Ça, c'est des images différentes sur lesquelles il n'a pas été entraîné. Fait que s'il a appris ces images-là par cœur, il ne serait pas bon sur les données test. Mais s'il a vraiment été bon pour apprendre les features de ces images-là, ben là, il va être bon sur les données test. Fait que là, on peut le vérifier ici. Puis on voit qu'il y a eu 100% sur les images qu'il n'avait jamais vues. Fait qu'il a vraiment bien appris. Il a vraiment bien appris à identifier les deux, même s'il n'y avait pas beaucoup d'images pour l'entraîner. Puis si on l'a juste fait pendant 3 époques. 3 époques, c'est pas beaucoup. OK. Puis la raison pourquoi ça n'a pas été long comme ça, en fait, c'est qu'on l'avait pré-entraîné le réseau. Là. Si vous vous souvenez, on a mis pre-train égale true. Si on n'avait pas fait ça, là, ça aurait été beaucoup plus long de l'entraîner. Parce que le fait qu'il soit pré-entraîné. Le fait qu'il soit pré-entraîné, ça a fait en sorte que les filtres avaient déjà été appris pour, même si c'était pour classer une autre tâche, c'était des filtres qui étaient assez généraux pour qu'après ça, on puisse transférer cette connaissance-là de c'est quoi les caractéristiques, c'est quoi les fils qui ont été appris, on est capable de les interpoler à une autre catégorie parce que c'est des fils qui étaient généraux. Fait que pour le fun, si on met pre-train égale false, puis qu'on refait le même exercice, on n'est pas obligé de faire ceux-là, mais si on refait l'entraînement à partir des fils qui sont complètement aléatoires, on ne s'attend pas à ce qu'ils s'améliorent tellement, même qu'ils empirent. Il était à 56%, 44%, 50%. Il est exactement aussi bon que si on avait juste brassé un dé, fait pile ou face à chaque fois pour méduse neurone. Parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'images pour s'entraîner. Si on retourne, combien d'images j'avais dans Images méduse neurone? J'ai une quinzaine d'images par catégorie versus la version pré-entraînée qui est entraînée sur une quinzaine de millions d'images pour s'entraîner. C'est quand même plusieurs ordres de grandeur de différence. On voit ici l'avantage d'utiliser pre-train égale true pour avoir des fils qui sont déjà pré-entraînés, même si c'est pour une tâche qui est complètement différente. Souvent, ça permet de sauver beaucoup de temps. Puis de beaucoup d'images aussi. On n'a pas besoin d'autant d'images pour l'entraîner quand il a déjà été entraîné sur 1 million d'images, d'autres images. On s'attend à ce qu'en test, il soit encore aussi mauvais. Ouais, dans le fond, il fait juste toujours dire méduse. Puis il y a 50%. OK. Les tâches de classement d'images comme ça, là, il fut un temps là, en 2010 où c'était un peu la grosse mode d'être capable de résoudre ces problèmes-là, de classer ImageNet, fait que les 15 millions d'images en 1000 catégories. Puis, tu sais, en 2010, les meilleures performances, c'était autour de 28%. Fait que c'est quand même pas si bon. C'est entre une fois sur 4 puis une fois sur 3, on se trompait de catégorie. Puis, avec le temps, on voit que ça s'est vraiment beaucoup amélioré jusqu'à atteindre un score pratiquement parfait, en fait, parce que même les humains, des fois, il y a des images qui sont un peu ambiguës et qu'on n'est pas capable de classer. Fait que d'avoir un 1% de précision sur le classement des images, là, ça a été atteint en 2019. Maintenant, on peut dire que pratiquement la tâche de classer ces images-là a été résolue. Puis la raison pourquoi on est capable d'être aussi bon maintenant, c'est qu'on a des cartes graphiques qui sont beaucoup plus puissantes. Fait qu'on est capable d'entraîner des réseaux qui sont beaucoup plus gros, puis beaucoup plus longtemps, puis de façon efficace. Il y a aussi beaucoup de recherche qui est faite pour optimiser les fonctions d'optimisation, les fonctions de perte. Puis l'élément numéro 1 qui permet d'avoir ces
performance-là, c'est vraiment le nombre de données auxquelles on a accès maintenant. Là. Fait que avec Google, on a tellement d'images puis tellement de données que il y a moyen d'entraîner des réseaux qui sont immenses puis d'avoir des performances qui sont vraiment bonnes juste parce qu'on est capable d'avoir beaucoup d'images. OK, là, si on retourne dans les applications, il y a d'autres applications plus précises. Il y en a beaucoup. Moi, je travaille plus du côté biologie, là, fait que c'est un peu plus de ça que je parle. Mais par exemple, si on a des cellules vivantes dans un dish puis qu'on les regarde au microscope, tu vas être capable de suivre chaque cellule où qu'elle s'en va pour quantifier quelque chose en biologie, là, par exemple, l'influence d'un médicament ou de quelque chose sur les cellules. Tu vas être capable de suivre chaque cellule individuellement. Fait que ça, c'est un exemple de tâche qui peut être faite par des réseaux à convolution. C'est de l'analyse d'images. En fait, de l'analyse de vidéo, c'est aussi de l'analyse d'images. C'est juste plus d'images. Une autre application qui se fait un petit peu plus ludique, c'est la génération d'images et la traduction de domaine. Par exemple, sur ce site-là, vous pouvez y aller, vous pouvez donner des images en noir et blanc. Puis, il va les colorer en utilisant du learning. En fait, je pense que j'ai même un exemple dans le dossier. C'est une image qui s'appelle genre image noir et blanc. Non. Bon, tant pis. Mais vous pouvez mettre des images en noir et blanc ici, puis il va être capable de les colorer. Pourquoi? Parce qu'il a appris ça ressemblait à quoi des images en couleur puis des images en noir et blanc. Fait qu'il est capable de reconnaître, par exemple, si tu lui donnes du ciel en noir et blanc, il est capable de reconnaître que c'est du ciel à cause des features des nuages. Fait qu'il va le traduire en bleu parce qu'il sait, il a déjà vu des images avec du ciel en couleur, puis il sait qu'il est bleu. Même chose pour la montagne, par exemple, il a déjà vu des images de falaises comme ça, puis il sait un peu ça ressemble à quoi les couleurs parce qu'il est capable de reconnaître que c'est une falaise. Fait que c'est pas directement une tâche de classement, mais c'est un peu ça indirectement parce qu'il faut qu'il soit capable de dire qu'est-ce qui est du ciel, qu'est-ce qui est une falaise pour après ça appliquer les couleurs, les bonnes couleurs. Donc, la colorisation d'image, c'est un exemple de traduction de domaine, en fait, du domaine noir et blanc au domaine en couleur. Il y a des applications aussi qui sont complètement inutiles mais qui permettent quand même de faire avancer la recherche parce que ça permet de créer des... En fait, c'est de la recherche qui est faite pour éventuellement avoir des applications qui sont utiles. Par exemple, CycleGAN, qui, eux autres, transforment des zèbres en chevaux puis des chevaux en zèbres. Pourquoi pas? Mais des applications comme ça, même, c'est super ludique, mais ça permet de mener à des applications plus terre à terre, plus appliquées. Par exemple, de transformer des images satellites en cartes routières ou des cartes routières en images satellites. En fait, celle-là, je ne suis pas sûre, ça servirait à quoi. Ça, c'est mon projet de maîtrise, mais de faire de la super résolution aussi avec des réseaux comme ça, fait que de passer d'une image de basse résolution. Puis si le réseau il a vu assez de correspondance entre des images de basse résolution et de haute résolution, vient un point où tu peux lui donner juste une image de basse résolution, puis il va être capable de deviner elle aurait ressemblé à quoi si on l'avait pris en haute résolution. Fait que la super résolution d'image, c'est un gros domaine aussi en learning. Là. Souvent, c'est juste pour des images naturelles, par exemple. Par exemple, Facebook ou Google, là, je pense que quand ils store nos images, ils baissent la résolution, puis quand tu veux les retélécharger, en fait, il va réaugmenter la résolution. Mais ça, ce n'est pas parce qu'ils ont gardé en mémoire en haute résolution, c'est parce qu'il est capable de prendre l'image de basse résolution puis de réaméliorer la résolution avec des algorithmes de learning comme ça. Aussi de la génération d'images. Encore une fois, il n'y a pas beaucoup d'applications qui sont concrètes, même s'il y en a quelques-unes. Par exemple, la génération de visages humains. On peut penser, par exemple, en publicité. Si tu n'as plus à payer un acteur pour le mettre sur ton billboard sur le bord de l'autoroute, tu peux juste générer un visage. Ça a quand même des avantages du point de vue économique pour les compagnies. Fait que si vous allez sur This person does not exist, vous allez voir que c'est une personne qui n'existe pas, qui a été générée comme ça par un algorithme qui a été entraîné sur beaucoup de visages humains. Puis c'est rendu vraiment puissant. C'est vraiment impressionnant là, la qualité des images qui sont générées. This4 does not exist, on l'a vu au début. Puis en fait, il y en a plein de This X does not exist. Là, c'est que si vous voulez juste rire, là, vous pouvez aller sur ce site-là. Fait qu'on a déjà vu This person, This cat, mais il y a d'autres choses, par exemple. Vous pouvez voir This resume does not exist, ça marche aussi en NLP, là, fait en langage. Fait que on peut même ben c'est pas des CNN, là, fait que ça n'a pas rapport, là, mais tu peux générer des textes, générer des chansons. Des fois, il y en a qui sont drôles, là, si vous voulez aller voir ça. Mais c'est vraiment des applications qui sont ludiques et qui n'ont pas beaucoup d'applications concrètes.
Mais c'est pas grave, ça en prend des projets qui sont... Oups, excusez. Ça en prend des projets qui sont ludiques. Là, vous voyez mon écran, là, je pense que j'avais accroché pause share. OK. La raison pour qu'on est capable de faire des images qui sont comme aussi réalistes que celle-là, en fait, c'est à cause des réseaux qu'on appelle les GAN, fait que les Generative Adversarial Networks. C'est des CNN, mais avec un petit twist un petit peu plus complexe qui permet de faire des images qui sont super réalistes. Fait que, rapidement, si vous voulez savoir comment que ça fonctionne, c'est un réseau où les deux trapèzes ici, en fait, c'est deux réseaux à convolution. Fait qu'on a un générateur puis un discriminateur. Puis le générateur, sa job, lui, c'est de générer une image, fait que, comme cette image-là. Puis le discriminateur, lui, sa job, ça va être de dire si cette image-là est vraie ou si elle est fausse. Fait qu'on le discriminateur va être entraîné, dans le fond, c'est une tâche de classement. Fait qu'à dire est-ce qu'elle est vraie ou elle est fausse, puis il va être entraîné sur les images fausses qui sont générées, puis sur des vraies images aussi. Puis en fait, la façon qu'ils sont entraînés, ceux-là, les deux sont entraînés en même temps. Puis le but du générateur, ça va être de créer des images qui ont tellement l'air vraies que le discriminateur il est plus capable de dire si elle est vraie ou si elle est fausse. Fait que le fait de les entraîner comme ça de façon adversariale, fait que c'est comme un jeu où ils sont un contre l'autre, c'est ça qui permet de générer des images qui sont super réalistes. Parce que si le discriminateur n'était pas là, le générateur pourrait se contenter de générer des images qui ont l'air fausses, puis il n'y aurait rien qui le pénaliserait pour ça. Mais le fait d'ajouter un discriminateur, ça le pénalise si les images ont l'air fausses. Donc, ça l'oblige à faire des images qui ont l'air réalistes. C'est comme ça que ça fonctionne, les GAN. OK, on a fait un peu le tour des applications, puis j'aime ça finir souvent avec... j'aime ça finir avec une section qui est plus comme des règles du pouce, si vous voulez faire un projet en learning. Parce que je suis sûre que ça fait peur un peu là, de s'embarquer là-dedans. Ça a l'air super compliqué. Mais vous allez le voir, ou même tantôt on l'a vu, là, quand on définit un modèle, c'est littéralement une ligne de code. L'entraîner, c'est deux book for, une dans l'autre, mais vous copiez-collez ça de quelque part, puis vous l'avez. Vous pouvez prendre ce notebook-là et faire à peu près n'importe quoi avec. Fait que, le message, en fait, c'est que c'est pas si compliqué que ça. Ça n'a pas besoin de vous faire peur, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Vous pouvez... c'est ça. Fait que, avec des petites règles du pouce aussi, comme ça, vous allez voir que c'est accessible, puis j'espère que vous allez repartir avec ce message-là là, après la présentation. La première règle du pouce, en fait, c'est de vérifier si l'apprentissage profond, c'est vraiment ce que vous avez besoin. Parce que des fois, il y en a qui ont une tâche qui est super simple. Par exemple, je ne sais pas, là, de la segmentation de cellules dans une image comme celle-là, par exemple. Puis là, ils veulent entraîner un gros réseau là, super compliqué sur ces images-là, mais dans le fond, tu réalises que juste appliquer un threshold sur l'intensité, ça aurait peut-être été suffisant. Fait que, vraiment de se poser la question, est-ce que, oui, le learning peut s'appliquer à peu près à n'importe quel problème, mais est-ce que vous avez vraiment besoin d'avoir une solution plus complexe à entraîner? Est-ce que vous avez vraiment besoin de ça ou est-ce qu'une façon plus simple, ça fonctionnerait aussi? Fait que c'est ça, puis ça s'applique pas juste au learning, mais plus au deep learning. Fait que des fois, vous pouvez avoir des méthodes qui sont du machine learning, mais qui ne sont pas du deep learning, qui fonctionnent super bien pour la tâche. Fait que je vous ai mis des liens ici pour aller lire, par exemple, sur les SVM, qui fonctionnent très bien pour la classification d'images en peu de dimensions, de la classification binaire. Random Forest, ça fonctionne super bien pour plein de tâches, que ce soit en segmentation, en classification. Je vous ai mis les liens. La réduction de dimensionnalité, ça fonctionne bien aussi pour beaucoup de cas, même pour des images. Par exemple, ici, je pense que c'est la classification de MNIST. Fait que c'est la classification de chiffres de 0 à 9. Même si c'est des images 28 par 28, tu peux réduire leur dimension en utilisant la PCA jusqu'à une dimension en 2 dimensions pour être capable de le voir dans un graphique comme ça. Puis tu vois que les différentes classes, en fait, ils se séparent assez bien. Fait que même si tu gardes juste 2 dimensions de tes 28 x 28, fait que je sais pas c'est quoi... Je ne sais pas c'est combien 28 x 28, là, mais tu réduis ce nombre de dimensions-là à 2, c'est déjà suffisant pour classer tes chiffres. Encore, c'est ça, ici on le dit, mais en fait, de juste prendre un threshold, des fois, c'est suffisant pour segmenter des images. Il y a des méthodes de clustering pour aller classer plusieurs tâches. Par exemple, ici, on réduit la dimension en 2, puis après ça, on peut faire du clustering pour aller chercher la classification des différents chiffres. OK. Mais supposons que vous avez essayé toutes ces méthodes-là, là, puis vous réalisez que vraiment, vous avez besoin de deep learning. C'est quoi les étapes à suivre pour vraiment bien partir le projet? La première étape, c'est vraiment de bien définir c'est quoi la tâche. Est-ce que c'est de la segmentation? Est-ce que c'est de la classification, de la détection, de la génération? Ça a l'air niaiseux de dire définir la tâche, mais des fois, il y a moyen de réduire la tâche à quelque chose qui est plus simple.
Par exemple, si tu veux compter des cellules dans une image, est-ce que tu as vraiment besoin de les segmenter une par une ou est-ce que juste de détecter le centre des cellules, c'est suffisant pour les compter? Si c'est une tâche de classement ou de segmentation, il y a combien de classes? Est-ce que c'est de la segmentation qui est binaire, fait que juste foreground, background? Ou est-ce que vous avez besoin, par exemple, de définir, je parle tout le temps de cellules, mais mettons dans des images naturelles, est-ce que vous avez besoin de définir, de faire la différence entre une auto et un piéton? Ou est-ce que c'est suffisant de juste dire que c'est un obstacle? Fait que d'y aller avec un plus petit nombre de classes, ça peut faire des tâches qui sont plus faciles à apprendre. Vous faites quel type de segmentation? Est-ce que vous faites une segmentation sémantique? En fait, c'est ce que je viens de dire. Est-ce que vous êtes capable de dire que c'est un piéton versus une voiture ou juste dire que c'est un obstacle ou juste du foreground versus du background, donc la segmentation binaire? Comment est-ce que vous allez évaluer la performance? Est-ce que les faux positifs devraient avoir le même impact que les faux négatifs? Ça, c'est une question qui est importante souvent, par exemple, en imagerie médicale. Ça a souvent, en fait, ça a toujours un plus gros poids de manquer un diagnostic que de faire un diagnostic qui est un faux positif. Parce qu'une fois que si ton algo met un flag sur, par exemple, une image médicale puis il dit qu'il y a quelque chose de pas normal dans cette image-là, après ça, il y a un médecin qui va venir l'évaluer. Fait que si c'est un faux positif, ben, la grosse conséquence, c'est qu'on a fait perdre du temps à un médecin. Mais si c'est un faux négatif, ben là, la grosse conséquence, c'est que le patient n'aura pas le diagnostic qu'il avait besoin d'avoir pour avoir son traitement. Fait que est-ce que les faux positifs ont vraiment le même impact que les faux négatifs? OK. La tâche la plus importante, c'est de préparer les données. J'avais déjà entendu quelqu'un dire les data analysts qu'ils font, c'est qu'ils font juste du learning le vendredi parce que le reste de la semaine, ils passent à préparer leurs données. Puis c'est vrai, 90% de la job, c'est souvent de préparer les données, de les acquérir si c'est le cas, si on en a besoin, puis de bien les préparer pour l'entraînement. Okay, combien d'images sont disponibles? C'est important comme question parce que ça va influencer quel type de réseau, quel type de méthode vous pouvez entraîner. Si vous n'avez pas beaucoup d'images, il n'y a pas grand chance que vous soyez capable d'entraîner un réseau super profond, à moins que vous soyez capable de le pré-entraîner, des choses comme ça. Est-ce que les classes sont bien balancées? Si vous voulez différencier des chats et des chiens, puis vous avez 7 millions d'images de chats, mais 2 images de chiens, ben, ça va être une tâche qui est un peu difficile à apprendre. Quelles méthodes d'augmentation de données sont applicables? Fait que souvent, on ne se pose pas de questions, puis on met toutes les augmentations de données pour avoir plus de données, mais il y a des cas où on ne peut pas faire ça. Par exemple, le cas typique, c'est si on veut différencier les chiffres de 0 à 9, puis que les 6, on les tourne de 180 degrés une fois sur deux, puis qu'on demande au réseau de le classer comme un 6 alors que c'est un 9, ça ne fonctionne pas. Choisir l'architecture du réseau. Fait que ici, je vous ai mis des liens sur c'est quoi comme les state of the art en ce moment en fonction de différentes tâches. Puis c'est des réseaux que vous pouvez avoir pré-entraînés avec le lien qui est ici. Mais est-ce que vous avez vraiment besoin de ces réseaux-là? Parce que oui, ils sont state of the art, mais ils sont state of the art parce qu'ils ont été entraînés vraiment longtemps sur vraiment beaucoup de données. Puis si vous êtes dans un cas différent, vous n'avez pas beaucoup de données, vous ne pouvez probablement pas utiliser directement ces réseaux-là. Vous allez peut-être vouloir en avoir un qui a les mêmes idées, mais qui est plus petit, par exemple. Puis finalement, sélection des hyperparamètres pour l'entraînement. Là, ça, il y a beaucoup de règles du pouce à aller voir. C'est important de garder un œil sur les fonctions de perte. Par exemple, ici, ce qu'on voit en bleu, c'est la fonction de perte en entraînement. Puis en rouge, c'est en validation. Fait que ce sont des images différentes que celles sur lesquelles il a entraîné. Puis même si on regarde juste la fonction de perte en entraînement, on peut croire que le réseau il s'améliore puis devient bon. Mais vu qu'il devient moins bon sur les images de validation, en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il a juste appris les images dans son set d'entraînement par cœur. Fait qu'en fait, c'est important de garder un œil sur les courbes d'entraînement parce que on verrait ici que ça ne vaut pas la peine de continuer là, après 50 époques, on verrait tout de suite que ça ne marche pas l'entraînement. Il faut recommencer, ça prend plus de données probablement. On te pose une question dans le chat, mais tantôt on avait utilisé un réseau entraîné sur ImageNet avec beaucoup d'images, mais on l'a entraîné avec peu d'images de neurones versus méduses. Oui, c'était parce qu'il était pré-entraîné. OK. C'est le fait de l'avoir pré-entraîné, ça faisait que les filtres qui avaient déjà été appris, puis même s'ils ont été appris pour classer des classes qui sont différentes des neurones et des méduses, on a quand même pu les réutiliser pour faire une nouvelle classification. C'est ça qui a permis d'avoir vraiment pas beaucoup de données puis de quand même apprendre quelque chose. Mais ce qui arrive, c'est que ces réseaux-là sont toujours pré-entraînés sur des images naturelles, fait que sur des chiens, des chats, des autos.
Puis des fois, si on veut l'appliquer, par exemple, sur des images en imagerie médicale où les features de l'image sont vraiment très différentes ou en microscopie, ben, ça se peut que tu utilises un réseau préentraîné, en fait, ça ne fonctionne pas. Fait que dans des contextes comme ça, on n'a pas le choix d'avoir beaucoup d'images parce que les réseaux qui sont préentraînés sur des chats, ça ne nous aide pas à identifier des neurones au microscope. Là. Mais en général, quand on travaille avec des images naturelles, puis même des fois, quand on travaille avec des images non naturelles, ça vaut la peine de le préentraîner. Ça fait le tour de ma présentation. Là. Si vous avez des questions, allez-y. Mais sinon, j'ai mis une liste ici de ressources, des librairies Python pour l'analyse d'images, des librairies pour l'apprentissage profond, aussi des ressources des théoriques. Là. Il y a des livres qui sont gratuits sur Internet, ressources de calcul. Ça, c'en est deux que j'ai ajoutés hier, que je n'ai pas vraiment eu le temps d'explorer, mais ça avait l'air d'être des trucs interactifs là, sur Internet pour un peu comme je l'ai montré ici là, pour comprendre c'est quoi les CNN. CNN Explainer, ça avait l'air d'en être un bon. Puis en attendant que vous mettiez vos questions dans le chat, je suis sûre que vous en avez. Je fais de la... Oui, ouais, vas-y, tu voulais dire quoi, Catherine? Non, OK, ouais, ben en fait, c'est juste, je lis à la fin du notebook, là, mais si on m'a demandé de faire de la promotion pour un projet qu'il y a dans mon lab, là, je vous ai mis le lien ici, c'est un petit projet d'annotation comme crowdsourcing. Là, fait que je l'ai dit qu'en microscopie, on a souvent besoin de beaucoup de données qui sont annotées. C'est long d'avoir des données parce qu'on ne peut pas utiliser des réseaux qui sont préentraînés. Fait que si on a un projet dans notre lab où vous pouvez, n'importe qui dans le monde peut aller segmenter des données, puis après ça, nous, on entraîne des réseaux avec ça. Fait que si vous voulez contribuer à un projet de learning avec un petit jeu de fun de segmentation de protéines synaptiques dans des images de microscopie, je vous ai mis un lien ici. Cool, merci beaucoup Catherine, c'était vraiment super, super intéressant. Moi, j'ai une question pour toi. Tu sais, on dit souvent que les réseaux de neurones, ils ont vraiment des super performances, ils arrivent à vraiment bien discriminer. Et puis même toi, tu l'as dit que sur ImageNet, enfin, on a vraiment une erreur encore meilleure que les humains et tout. Puis je me demandais, en fait, est-ce que genre, ces réseaux-là, ils tricheraient pas un peu en utilisant des caractéristiques des images que les humains, ils sont pas capables de voir? Et du coup, potentiellement, ça pourrait être un peu dangereux et tout sur des applications critiques. Oui, absolument. Ben, en fait, c'est pour ça que c'est important d'avoir comme un gros champ qui est en train de prendre de plus en plus d'importance, qui est l'AI interprétable. Fait que d'être capable de voir, parce qu'en ce moment, les réseaux de neurones, c'est souvent des boîtes noires. Puis justement, comme OK, on est capable de voir sur un jeu de données limité, il y a 100% de précision, OK. Mais on n'est pas capable de savoir s'ils veulent l'avoir sur comme l'ensemble des données qui existent dans le monde. C'est pour ça que c'est important d'avoir l'AI interprétable. Je n'ai parlé un peu d'être capable d'aller voir quels éléments d'image le réseau va voir, quels features sont appris par les filtres. Est-ce que c'est vraiment des choses qu'on est capable de dire, OK, il regarde la bonne chose, il regarde des features qui ressemblent, par exemple, à des tumeurs dans un cerveau. Fait que si on est capable d'interpréter, OK, ça a bien fonctionné. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui est dangereux. Puis c'est pour ça que c'est pas souvent déployé en imagerie médicale, par exemple, parce que les conséquences sont trop graves. Puis c'est pour ça, en fait, que c'est important d'avoir de l'AI qui est interprétable et qui n'est pas juste une boîte noire. Puis, c'est toujours sur la même ligne. Enfin, moi, j'étais vraiment intéressé par ton projet de super résolution. En fait, je me demandais, est-ce que tu t'es posé la question, genre, à quel point appliquer de la super résolution sur une image, est-ce que ça apporte une information supplémentaire? Ou alors, en fait, c'est juste quelque chose qui est esthétique, qui va, tu sais, c'est juste un réseau qui rend l'image plus précise. Ou alors, est-ce qu'effectivement, si on veut classifier entre l'image floue et l'image de super résolution, est-ce que ça va effectivement augmenter la performance ensuite d'une classification, etc. Oui, c'est sûr que je travaille dans un lab avec plein de biologistes. Fait que c'est sûr qu'au début, il y avait beaucoup de sceptisme, puis avec raison, là, c'est normal. Fait que c'est pour ça qu'il a fallu faire beaucoup d'expériences où on était capable de quantifier, dans le fond. Est-ce qu'on est capable de rejoindre les mêmes conclusions biologiques avec les images qui sont fausses qu'avec les images qui sont vraies? Puis si c'est le cas, ben, on est capable de dire d'une façon quantifiable que les images qui sont générées génèrent la bonne information, puis c'est pas juste esthétique. Fait que c'était ça. Par exemple, on avait des images de neurones qui, selon différents niveaux d'activité, vont avoir des features qui sont différentes. Puis est-ce que ces mêmes features-là étaient générées dans les fausses images que dans les vraies images? Puis si on était capable de le quantifier, que oui, on est vraiment la même conclusion biologique par rapport à quelle structure se forme à différents niveaux d'activité, on est capable de dire que pour ce cas spécifique-là, ça c'est important, c'est vraiment cas par cas, mais pour ce cas-là, ça fonctionnait. Mais ça se peut qu'il y ait d'autres cas où ça ne fonctionne pas. Oh, c'est vraiment impressionnant.
Ouais, c'est vraiment intéressant. Fait que genre, tu arrives à trouver les mêmes caractéristiques à la fois sur les images réelles et les images fausses. Ouais, c'est ça, dans les cas où ça fonctionnait. Là. Ok. Ah, mais c'est cool. Ça peut beaucoup aider là, surtout en imagerie médicale, Oui, vu ben que c'est ça. des fois, on n'a pas comme beaucoup de données. Mais la super résolution pour les images naturelles, c'est souvent juste esthétique, là, ou c'est genre pour sauver de la mémoire dans les ordinateurs. Fait que dans ces cas-là, c'est pas grave si on génère de l'information qui est fausse parce que c'est juste esthétique. Mais pour des applications comme ça, où on veut tirer des conclusions biologiques avec nos images, c'est super important d'être précis. Fait que c'est pour ça qu'il a fallu comme développer des modèles qui sont différents de ce qui est fait en imagerie naturelle, parce que ce qu'on fait, c'est vraiment pas juste de l'esthétisme. Ok. Mais une autre question pour toi, là. Ah, ok. Il y a une question dans le chat. Est-ce possible de copier ici le lien présenté à la fin de la présentation sur la promotion du projet? Ben oui, ça va me faire plaisir. Voilà. J'aurais une Mais ça, petite question. Oui, oui, vas-y. Là, je ne sais pas si vous connaissez ça ou vous travaillez avec ça, les transformers. Mais je me demandais, genre, j'aimerais ça comprendre un peu la structure puis savoir pourquoi c'est capable de généraliser les concepts aussi bien. Je pensais que j'avais rajouté Il me semble que j'avais rajouté une source sur les Transformers, mais non. Je connais pas ça tant que ça. OK. Je pourrais pas dire. I guess que Moi ça non va être plus. plus pour le NLP. Fait que peut-être je Ben, pourrais demander. ouais, ça a été développé pour le NLP, mais maintenant, je sais que c'est appliqué aussi en images. Mais Ouais, je c'est ça pourrais que pas j'ai vu. dire. Genre Mais DAL2. ouais, j'ai entendu dire que on devrait tous utiliser des Transformers, puis il n'y a plus des CNN, là, mais OK. parce que c'est vraiment puissant, mais comme on n'est pas encore rendu là exactement, mais je pourrais pas dire. Ouais. Mais c'est ça, l'architecture, ça a de l'air méga compliqué, là. Ouais, mais encore une fois, je suis sûr qu'il y a façon de l'avoir en une ligne de code là, avec PyTorch. Ouais, ouais. OK, merci. Il y a une autre question dans le chat. Ouais. Si on dispose pas assez d'images pour entraîner le réseau de neurones, comment on peut quand même réussir à bien l'entraîner? Y a-t-il des techniques pour pallier au manque de données? Oui, il y a beaucoup de techniques. Là. La numéro un, c'est d'utiliser des réseaux qui sont pré-entraînés sur plus d'images. Puis il y a aussi des méthodes qui sont un peu plus complexes, là, mais par exemple, toute la partie apprendre les features des images, ça, il y a moyen de l'entraîner juste avec des images qui ne sont pas annotées. Fait que si tu as un cas que tu as beaucoup d'images, mais tu n'en as pas beaucoup qui sont annotées, par exemple, je te dis tout le temps les exemples, mais tu as beaucoup de chiens et de chats, mais tu ne sais pas lesquels sont des chiens et lesquels sont des chats. C'est quand même possible d'entraîner des réseaux avec ces images-là sans qu'ils soient annotés. Puis ça s'appelle du self-supervised learning. Puis après ça, avec un tout petit jeu de données qui, lui, est annoté chien-chat, tu peux aller entraîner ta couche de classification à la fin puis avoir un réseau qui est super performant, même si tu n'avais pas beaucoup d'images qui sont annotées. Par contre, si tu n'as pas beaucoup d'images tout court, il n'y a pas beaucoup de solutions pour ça. C'est à part de cas d'utiliser un réseau qui est pré-entraîné. Puis tu peux faire beaucoup d'augmentation de données. Fait que ton image, tu peux la flipper dans toutes les directions pour avoir, dans le fond, 4 ou 8 fois plus d'images. Tu peux faire des rotations, des choses comme ça. Mais comme si tu as juste 10 images et que tu n'as pas un réseau pré-entraîné, il n'y a rien que tu peux faire avec ça. Ok. Merci, Catherine. Attends, moi, j'ai tout une dernière question. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans la vision par ordinateur et l'apprentissage machine? Ben, je pense que c'est le fait que c'était au lieu d'apprendre comme un domaine en particulier puis de vraiment me spécialiser sur comme une facette des sciences, ben, le fait d'apprendre comme un outil au lieu d'apprendre un sujet, ça permet après ça de l'appliquer un peu dans tout ce que tu veux. Fait que, si je veux changer, là, en ce moment, je suis comme en neurosciences puis en microscopie, mais si je voulais aller appliquer ce que j'ai appris sur un autre domaine complètement, ben, je pourrais parce que ce que j'ai appris, c'est vraiment plus un outil et des méthodes qu'un domaine en particulier. Fait que ça me permet de comme, toucher à plein de choses différentes, puis c'est ça qui m'a amené dans ce domaine-là. Merci beaucoup. William Leclerc a mis une source sur les Transformers, puis je suis sûre que c'est une bonne source. Merci, William. OK. Sinon, j'avais une petite question. Ouais, vas-y. Pour, dans le fond, tous les gens qui sont en AI, c'est quoi vos objectifs là, après ce que vous êtes en train de faire en ce moment? Là?
Genre un peu tout le monde. Moi, j'ai pas pensé jusque-là. Là. C'est un peu pour ça que je suis au doc. C'est pour rester là plus longtemps parce que j'aime ça. Mais tu sais, il y a tellement beaucoup de compagnies en ce moment qui cherchent de l'AI. Mettons, moi, fait un bac en génie physique, puis je sais qu'il y a plein de compagnies qui font des trucs en génie physique, là, mettons, peu importe n'importe quoi, mais des trucs en technologie qui cherchent du monde qui sont des experts en AI pour être capable d'appliquer cette technologie-là dans leurs produits à eux. Fait que ça, par exemple, ce serait un exemple d'avenue où le fait d'avoir un background en génie physique puis d'avoir appris comme l'outil qui est de l'AI, ce serait une place pour l'appliquer là en industrie. C'est un exemple. Et, comment tu trouves que ton bac en génie physique t'a préparé? Je me demandais parce que j'ai fait physique. En fait, j'ai commencé en génie physique, pour ça j'ai fait physique. Puis comparé, mettons, aux autres bacs, là, parce que ça vient de. Il y a génie électrique aussi, plein de monde. Comment est-ce que tu sens que, mettons, les mathématiques t'ont vraiment aidé là, de ce que tu as appris? Puis... Ça dépend vraiment. Présentement, je dirais que non. Là, je dirais que les cours ce qui m'a été le plus utile, c'est peut-être les cours de prog. Puis même là, il n'y a pas beaucoup de prog dans ça. Mais le fait d'avoir fait génie physique, d'avoir touché un peu à plein de choses, j'ai une bonne idée, mettons, comment ça fonctionne la microscopie, comment ça fonctionne l'optique. J'ai un projet en imagerie médicale, puis je me souviens un peu comment ça fonctionne, l'interaction avec les atomes, ces trucs-là. Fait que le fait d'avoir un background vraiment général avec physique, ça me permet vraiment d'appliquer des trucs à des problèmes qui sont comme spécifiques à ça. Mais en général, mais il n'y a pas comme un bac qui aurait été meilleur pour faire ces études supérieures-là, là, je pense pas. Là. OK. Parce que même si tu fais informatique, c'est pas si difficile que ça au niveau de la programmation. Fait que ça m'aurait pas aidé tant que ça. Fait que c'est pas comme négatif d'avoir fait un bac en physique puis d'après ça, aller étudier dans ça. Là. OK, mais mettons, Roselyne, avec toi, c'est mathématiques pures que tu avais faites. Comment tu as Ouais, mais trouvé? moi j'avais fait mathématiques, puis j'ai fait aussi l'informatique. J'ai fait Ah, les deux. OK. Ah! Puis est-ce que les mathématiques t'ont aidé un peu ou c'était plus l'informatique? C'est sûr que les maths aident toujours là. Même en informatique, il y a toujours des maths. Fait que ça m'a aidé, je dirais que ça m'a aidé. Juste que c'était deux mondes différents. Là. En informatique, c'est du concret. En maths pure, c'est genre de l'abstrait. OK. Mais combiner tout ça, c'est sûr que ça fait de moi genre qui je suis actuellement et mon expérience. Puis c'est quoi tes objectifs? Oh, moi, j'ai envie d'être professeur. Hein. Ah oui, J'ai envie de nice. faire la recherche, en fait. J'adore faire de la recherche. OK. Et j'aimerais aussi être professeur. Ah, d'accord, merci beaucoup. Merci. Puis aussi pour finir, je pense que moi et Roselyne, on a des projets qui sont plus appliqués, là, mais si il y a des projets aussi en learning qui sont beaucoup plus théoriques. Là, puis là, ça, c'est très heavy en maths. Là. Fait que si comme ce que tu veux faire, c'est des maths, il y a moyen de faire du learning qui est très, très théorique et très mathématique. Puis même à Laval, là, il y a des chercheurs qui développent des méthodes pour ça. Ça arrive de lire des papiers en learning, puis tu vois, il n'y a pas une figure, c'est juste des maths. Là. OK. Puis c'est qui à Laval qui est plus en théorie? Mettons, je pense que Audrey Durand fait beaucoup de théories en reinforcement learning. Ah, Puis, nice. même... Je fais un Puis, stage ouais. avec elle. Parfait. OK, parfait. OK, ouais, t'es à bonne place, je pense. Parfait. All right, merci beaucoup. Merci Thierry pour les questions. Fait que je crois qu'on va prendre un break là et on se retrouve tantôt.